Merci d'être venu. Nous avons donc le plaisir d'accueillir ce soir Emmanuel Linco dans notre communauté de voyageurs explorateurs qui est un petit peu virtuelle en ce moment, mais qui se réincarnera très vite, nous l'espérons. Alors, Emmanuel Linco ouvre donc le bal avec cette première conférence qui donnera lieu donc à un cycle de 6 conférences qui, de mois en mois, nous permettront de mieux saisir toute la thématique des routes de la soie. Et ce cycle de conférences, évidemment, existe dans le cadre des 50 ans d'Explorator et sera donc couronné par un grand voyage de 50 jours sur les routes de la soie de Xi'an à Istanbul. Alors, Emmanuel Linco est professeur à l'Institut catholique de Paris et directeur de la chaire d'études chinoises contemporaines. Il a un profil qui est tout à fait passionnant et original puisqu'il est à la fois sinologue, historien d'art et politiste. Donc, c'est vrai que ce sont quand même des compétences qui se croisent rarement dans le monde universitaire ou dans le monde de la pensée, ce qui rend aussi ses publications vraiment très, très intéressantes. D'ailleurs, il a publié sur des sujets très divers, tels que les relations entre la Chine et le monde musulman, ce que nous allons découvrir ce soir, mais aussi la géopolitique du patrimoine, la peinture et la politique dans la Chine contemporaine. Et puis aussi, donc, il écrit sur des sujets très actuels et relativement controversés, comme les dysfonctionnements du régime chinois en ces temps de Covid ou la montée en puissance du soft power à la chinoise. Voilà, donc des sujets très actuels. Emmanuel Linco est aussi, et avant tout également, un grand voyageur qui possède une connaissance intime de tous les pays traversés par la route de la soie. Donc, puisque dans une autre vie, il fut guide conférencier. Et donc, c'est pour ça que nous sommes très heureux ce soir de l'inviter à nous emmener sur ces intrigantes routes de la soie. Voilà. Donc, Emmanuel, c'est à vous. Merci infiniment à Gwen et à Clémence, à toute l'équipe d'Explorator. Bonsoir à toutes et à tous. Merci également à Emmanuel Véron d'avoir fait le lien entre nous, qui sera, je crois, le deuxième intervenant de ce cycle de conférences. Et comme vous le voyez en slide, je l'ai intitulé cette conférence Chine et terre d'islam au pluriel, une géopolitique le long des routes de la soie. Et donc, il sera question, bien sûr, d'enjeux très contemporains, mais aussi d'un retour à l'histoire sur le temps long, comme le disait Fernand Braudel, avec des évocations, bien sûr, qui ont trait au patrimoine de ces différentes régions, mais aussi aux enjeux culturels et politiques. Cela me paraît évidemment très, très important. Première évocation pour, je dirais, planter le décor, rappeler que l'islam en Chine est très présent, surtout dans les régions du nord-ouest de cet État-continent qu'est la Chine. Il ne faut jamais perdre de vue son immensité. C'est 19 fois la France, 9 560 000 km², et on trouve des communautés musulmanes réparties sur l'ensemble du territoire chinois, surtout, comme nous le redirons, dans des régions carrefour, des régions intermédiaires entre différents mondes, le monde chinois, mais aussi le monde tibétain, ainsi que le nord-ouest tout particulièrement, puisque c'est le nord-ouest du pays, l'ancien Turkestan chinois, qui a fait l'objet d'une première introduction justement de l'islam en Chine. Cet islam, par ailleurs, et je le dis d'emblée, est un islam pluriel. Donc, c'est un phénomène, bien sûr, qu'il faut conjuguer au pluriel. Et il y a un islam proprement chinois, vernaculaire, concernant donc des minorités ethniques que l'on appelle les Hui. Vous voyez une photographie justement de ces Hui, et je reviendrai sur ce terme de Hui qui signifie en langue chinoise être retourné, c'est-à-dire littéralement être converti. Et souvent, ce sont des Chinois Han, d'ethnie chinoise, qui très tôt se sont convertis précisément
à l'islam. Et puis, vous avez d'autres communautés plus au nord-ouest, comme la communauté ouïghour, qui, elle, n'est pas chinoise ethniquement parlant, elle est turcophone et elle pratique un islam certes sunnite, comme les Khoués, mais c'est un islam de confrérie, un islam profondément marqué par la culture soufie. Et pour actualiser le propos, même si c'est un problème déjà fort ancien, que la rivalité entre la minorité ouïghour turcophone musulmane de la province du Xinjiang et le pouvoir du centre, ce problème s'est considérablement radicalisé au fil de ces dernières années, et ce n'est que très récemment, comme vous le savez sans doute, que les États-Unis, mais aussi l'Union européenne, ont dénoncé les exactions commises La réunion est complète. de Je veux pas rejoindre la réunion. ouïghour. Et il y a d'ailleurs deux personnalités. Mais les gens le disent. Merci de fermer les micros, s'il vous plaît, c'est perturbant. Il y a deux personnalités, je dirais, qui illustrent précisément la défense et la résistance ouïghour, que vous voyez ici à l'écran. Ilham Tohti, qui, à l'occasion d'un procès dit de Moscou, a été condamné à la prison à perpétuité. C'est un professeur d'économie qui enseignait à Minsu Dashi, l'université des minorités de Pékin. Et Rebia Kader, qui est l'une des grandes passionnariats de la cause ouïghour, qui, après avoir fait pour partie carrière au sein même du Parti communiste chinois et avoir été incarcérée par ce même parti, je ne sais pas si je ne serai pas le après des déclarations de Rebia Kader contre le régime. Vous m'entendez ? Oui. Je suis désolée, excusez-moi de vous interrompre. Certaines personnes demandent si vous pouvez mettre votre écran, votre partage en plein écran, s'il vous plaît. Le problème, c'est qu'ensuite, je ne vois pas les slides sur le côté. Ah oui, pardon. Voilà. Hein. Mais de grâce, fermez les micros, Oui, parce s'il que, vous plaît. encore une fois, c'est perturbant. 100%. Voilà. Donc, disais-je là. S'il vous plaît, coupez vos micros. On est très nombreux. La deuxième personnalité, encore une fois, qui donne du fil à retordre aux autorités chinoises est Rebia Kader, qui vit tantôt aux États-Unis, tantôt au Canada ou en Allemagne, à Munich même, où se trouve le congrès ouïghour international. Et je dirais que c'est l'une des bêtes noires du régime chinois, au même titre que le Dalai Lama. Ces routes de la soie, évoquons-le aussi, c'est important d'un point de vue de la stratégie mise en œuvre par le régime chinois, et tout précisément ces régions du nord-ouest du pays font l'objet d'attention soutenue venant du gouvernement central, surtout depuis que le nouveau dirigeant Xi Jinping est arrivé au pouvoir en 2012 et qu'un an plus tard, en 2013, il a prononcé ce discours très important à Astana, capitale du pays voisin, le Kazakhstan, lançant donc ce programme ambitieux de nouvelles routes de la soie. De quoi s'agit-il? Vous le voyez ici, salué par son homologue kazakhstanais de l'époque, Nazarbayev. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un projet économique global, hégémonique, qui concerne tous les pays de l'Eurasie et désormais bien au-delà, y compris le Moyen-Orient, l'Afrique, voire même l'Amérique latine. Et c'est un projet qui emprunte évidemment les anciens itinéraires des routes de la soie, comme vous le voyez sur cette carte. Ce sont des projets à la fois d'infrastructure, d'aménagement ferroviaire, et qui permettront, in fine, c'est le but premier évidemment de ce projet stratégique global, de relier notamment la Chine à l'Union européenne, qui reste encore à ce jour le premier partenaire économique de la Chine. Ne pas oublier non plus que depuis le lancement de ce projet en 2013, nombre d'États ont rejoint
un certain nombre d'initiatives multilatérales lancées par la Chine, notamment celle de l'Organisation de coopération de Shanghai, et est en train sans doute de se former une sorte de bloc eurasien dont la Chine serait l'un des tout principaux acteurs aux côtés de la Russie. L'autre chose qui me paraît importante et qu'il faut relever par rapport à notre sujet, c'est que cet important discours de lancement des nouvelles routes de la soie prononcé par Xi Jinping en 2013 à Astana n'est pas le fait du hasard quant au choix même de cette capitale et de ce pays voisin. C'est un pays musulman. Et quelques mois plus tard, précisément, le même Xi Jinping se rendra cette fois-ci en Indonésie pour prononcer un second discours de lancement du projet des routes de la soie sur leur axe, cette fois-ci maritime. Donc Astana correspond au lancement du projet des nouvelles routes de la soie terrestre, et l'Indonésie, le projet maritime des nouvelles routes de la soie. Bref, il s'agit, et c'est la chose première, je pense, qu'il faut retenir, de deux pays musulmans, et non des moindres. Le Kazakhstan est un véritable État-continent qui se mesure à la superficie de l'Union européenne, pratiquement, dont les sous-sols sont très riches. Pratiquement tout le tableau de Mendeleïev se trouve dans le sous-sol du Kazakhstan, précisément. Et l'Indonésie, ne l'oublions pas, d'un point de vue démographique, est le premier pays musulman de l'Asie. C'est aussi un pays qui nous rappelle que l'islam majoritaire désormais de par le monde n'est pas un islam d'origine arabe, mais bien d'origine asiatique. Et c'est un fait évidemment important avec lequel, bien sûr, sur le plan à la fois politique, mais aussi culturel, la Chine devra composer, bien sûr. Alors, pour en finir ou presque avec ces évocations très contemporaines et nous intéresser à des périodes plus anciennes, il faut rappeler donc que la Chine est évidemment enclavée, en tout cas sur le plan maritime. Et donc, pour se désenclaver et mettre de son côté toutes les chances de voir aboutir ce projet des nouvelles routes de la soie, qui est un projet de 1000 milliards de dollars, et certains experts multiplient jusqu'à 9 ce montant pharaonique d'investissement chinois tous azimuts et sur l'ensemble ou presque des continents du monde. Eh bien, il faut évidemment pour la Chine sécuriser des approvisionnements énergétiques qu'elle convoite au Moyen-Orient notamment, comme le montre cette carte. Et évidemment, il y a, je dirais, une contrainte géographique, une sorte de déterminisme géographique dont elle doit également tenir compte. Et d'entre tous, le détroit de Malacca, que vous voyez à l'embouchure de Singapour, qui contraint la Chine à inventer des moyens de contournement pour garantir précisément sa sécurité énergétique. Et ces autres moyens de contournement sont des corridors stratégiques entre la Chine et la Birmanie, notamment, qui permet précisément de contourner la contrainte imposée par Malacca, mais aussi, comme vous le voyez sur cette carte, le corridor stratégique sino-pakistanais, le Pakistan étant un pays chaque année de plus en plus proche à la fois politiquement, voire idéologiquement, de la Chine, son allié. Une chose est certaine, et pour revenir à mon propos initial, toute la région de l'ouest de la Chine en particulier apparaît véritablement comme une priorité stratégique. C'est même, je dirais, un axe pivot au même titre que, et dans son prolongement, le Tibet, sachant que le Grand Ouest chinois, qui est le Xinjiang, donc, donne accès pour la Chine à cet arrière-pays qui est l'ensemble de l'Asie centrale nouvellement indépendante depuis 1991, et dans ce prolongement plus au sud, le Tibet, quant à lui, donne accès, bien sûr, à l'ensemble du subcontinent indien. Donc, toute cette région du Grand Ouest de la Chine qui, jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique, mettant par la même fin
à la guerre froide en 1991 est devenue une priorité pour les intérêts chinois. Et tout particulièrement le Grand Ouest chinois, donc, que l'on appelle le Xinjiang, que l'on appelait autrefois dans les atlas géographiques français, notamment le Turkestan chinois, pour le distinguer du Turkestan russe. Et vous avez, entre autres recommandations de lecture par ces temps de confinement, un très bon livre de l'un de nos collègues, Thierry Kellner, L'Occident de la Chine, dont le titre est fort à propos parce que je ne suis pas sûr même que Thierry Kellner en ait saisi la portée véritablement symbolique, tout au moins parce que le premier Occident dans l'histoire de la Chine et l'histoire des anciennes routes de la soie, précisément, c'est bien l'Asie centrale, mais aussi l'Inde. L'Inde, comme l'Asie centrale, comme vous le voyez sur la carte, et sont à l'ouest précisément de la Chine. Et tout en découle. Le bouddhisme est aux yeux des Chinois d'origine occidentale, puisque d'origine indienne, et il en va de même pour toutes les religions monothéistes, à commencer bien sûr par le christianisme et le christianisme nestorien, l'un des premiers christianismes à avoir été introduit sur les routes de la soie, qui est d'origine de facto occidentale aussi, mais aussi bien sûr l'islam, qui est une religion occidentale et une religion aux yeux des Chinois, et pour cause d'occidentaux précisément, et d'occidentaux arabo-persans pour la plupart. Emmanuel, alors voici, oui. Excusez-moi, est-ce que vous avez la possibilité de hausser le son de votre ordinateur? Certaines personnes ont du mal à vous entendre. Ah, malheureusement, non, je suis au maximum. Bon. Bon, mais la conférence étant enregistrée, Et oui. Voilà, ça ne posera pas de problème. Donc, voici la province du Xinjiang, comme je la mentionnais, en rouge. Xinjiang signifie en langue chinoise la nouvelle frontière, littéralement. Et il s'agit bel et bien, depuis l'instauration du régime communiste en 1949, d'un front pionnier d'une nouvelle frontière qu'il s'agit d'atteindre, qu'il s'agit d'aborder, de coloniser même, sachant que la population chinoise d'ethnie Han tend dans les régions du nord du Xinjiang à devenir majoritaire, et ce, aux dépens évidemment des populations musulmanes. On n'entend plus rien du tout. D'un point de vue politique, par ailleurs, chose importante aussi à rappeler, le Xinjiang dans l'imaginaire politique chinois est, je dirais, l'équivalent ou presque de la Sibérie. Le Xinjiang est à la Chine ce que la Sibérie est à la Russie, c'est-à-dire un lieu de renégats. C'est précisément dans cette région, et aujourd'hui encore, comme vous le savez sans doute, que nombre de camps de rééducation se trouvent. On dit que sur 10 millions de Ouïghours, 1 million d'entre eux seraient incarcérés précisément dans cette région du Xinjiang et dans des camps de rééducation du Xinjiang. Alors, quand je dis et quand je fais cette comparaison avec la Sibérie, c'est évidemment absolument pas le fait du hasard, c'est-à-dire que c'est une région inhospitalière d'un point de vue climatique, d'un point de vue géographique même, comme vous le voyez ici avec le désert du Taklamakan, qui est l'un des plus grands déserts du monde et où l'on trouve les plus grandes amplitudes thermiques au monde. Il peut y avoir des amplitudes de 90 degrés. Ce n'est pas le fait du hasard non plus si jusqu'en 1995, et ce à partir de 1964, la Chine communiste y a procédé à ses premiers essais nucléaires. Donc, vous le voyez, c'est un désert de Taklamakan, un désert de sable et de pierre également. Et le mot Taklamakan en langue ouïghour, précisément, est un mot à programme puisqu'il signifie littéralement le lieu où l'on entre sans jamais en sortir. Bon. Et malgré tout, ce Taklamakan, en le contournant tantôt par le nord, tantôt par le sud, a été précisément un lieu de rencontre
et un lieu fréquenté par les caravanes, évidemment, empruntant les fameuses routes de la soie. Mais en tout cas, une chose est certaine, dans l'histoire du totalitarisme chinois, cette région n'est pas n'importe quelle région, elle est encore une fois synonyme de déportation, de relégation également, et vous avez des exemples bien connus de personnalités chinoises qui précisément en ont fait les frais, à commencer par l'artiste dissident que vous voyez ici, âgé d'1 an seulement, le dénommé Ai Weiwei, et son père, le poète francophone Ai Tsing, qui, des années durant, a été déporté précisément dans la région du Xinjiang. Et vous avez d'ailleurs précisément à ce sujet une photographie émanant d'un photographe d'art contemporain chinois, le dénommé Zhong Zhong, qui a photographié un performeur chinois. C'est l'une des œuvres d'art contemporain chinois la plus célèbre de la fin des années 90, montrant justement ce performeur enduit de miel, posant nu dans des latrines publiques, et ce, pour rendre hommage précisément à toutes les humiliations qu'avait subies Ai Tsing et des centaines de milliers d'autres qui ont subi un sort aussi peu enviable. Dans le prolongement du désert du Taklamakan, vous avez un autre grand désert qui recoupe également des régions de la Mongolie, à la fois de la Mongolie intérieure et de la Mongolie extérieure. C'est le désert de Gobi. Et le désert de Gobi a été lui aussi situé donc, dans le grand ouest de la Chine, un lieu de relégation, comme le rappelle dans ce film tout à fait extraordinaire, réalisé par le cinéaste chinois Wang Bing, intitulé Le Fossé. Ce documentaire est le premier portant précisément sur l'histoire des Laogai, donc des camps de rééducation et de concentration situés pour beaucoup donc, dans le nord-ouest du pays. Ceci nous renvoie donc à une période, je dirais, assez sinistre de l'histoire contemporaine de la Chine, celle des années Mao, et en particulier des crises qui ont ponctué l'histoire du régime maoïste, a commencé par le mouvement des Sans-Fleurs en 1956, puis le grand bond en avant qui a provoqué la mort de près de 40 millions de personnes, comme le rappelle cet historien chinois Yang Tisheng, dont le livre Stèle a été publié il y a maintenant quelques années aux éditions du Seuil, mais aussi enfin la révolution culturelle, bien sûr, qui a duré pendant près de 10 ans et qui a été caractérisée par des carnages en règle et des destructions très importantes au niveau, bien sûr, patrimonial. Donc, je vais clore enfin cette longue digression sur ces terres musulmanes du nord-ouest du pays et des routes nouvelles de la soie, en rappelant évidemment que ces périodes et ces régions de la Chine sont associées à l'histoire même du régime communiste chinois, dont il faut évidemment connaître l'importance et l'histoire. Une histoire en tout point comparable, sinon identique, avec celle de l'Union soviétique voisine, comme le rappelle notamment le grand sinologue Lucien Bianco, qui a écrit ce livre, La récidive, et qui compare les expériences révolutionnaires et totalitaires des deux États, comme le firent à leur manière ces deux romanciers que sont Varlam Chalamov et surtout Solzhenitsyn. Pour revenir à des considérations beaucoup plus anciennes, ne jamais oublier non plus que ces régions du Nord-Ouest sont des régions considérées sur le temps long, et ce depuis les premières dynasties impériales, c'est-à-dire depuis le IIIe siècle avant notre ère, comme des régions entre guillemets barbares. Pourquoi le sont-elles considérées ainsi? D'une part parce que ce sont des régions, vous l'avez compris, qui, tant d'un point de vue du climat que d'un point de vue géographique, sont radicalement opposées à la Chine proprement chinoise, donc la Chine des régions du Grand Est, ou bien la Chine des régions de montagne ou des pins de sucre tels qu'on les découvre aujourd'hui encore à Guilin
ou dans leur prolongement géologique jusqu'à la baie d'Along au Vietnam. Et précisément, c'est cette image-là du Grand Sud de la Chine dont nous sommes les héritiers. Généralement, quand nous pensons à la Chine, sans jamais y avoir été, nous pensons avant tout aux images du Grand Sud, pour une raison très simple qui est liée à l'épopée des Jésuites. Les Jésuites sont entrés en Chine par le Grand Sud. Et donc, les Jésuites sont à l'origine précisément de ce stéréotype, de cette forme d'image d'Épinal du Grand Sud de la Chine, dont nous sommes encore une fois les héritiers. Il y a fort à parier que s'ils avaient emprunté dès la fin du XVIe siècle les anciennes routes de la soie traversant l'Asie centrale, eh bien, leur image de la Chine en eût été radicalement changée. Et précisément, ce nord-ouest de la Chine, qui est une région essentiellement désertique, est une région de frontière entre les dynasties impériales chinoises et les populations considérées comme barbares, alors au sens le plus grec du mot, comme le disait si bien Hérodote, dans ses histoires, historiae, qui en grec signifie des enquêtes, il désigne par le mot de barbare, littéralement barbaros, tous ceux qui parlent le langage des oiseaux, donc ceux qui sont inaudibles, inintelligibles. Et finalement, cette comparaison toute grecque et remontant au 5e siècle avant notre ère, et dont nous sommes, nous occidentaux, pour partie encore les héritiers, eh bien, est une forme de classification que l'on retrouve également sous la plume des premiers voyageurs chinois, et d'entre tous, le dénommé Zhang Tian, dont vous voyez une représentation ici et que je vais très vite commenter. Zhang Tian a réellement vécu au IIe siècle avant notre ère, sous la dynastie des Han de l'Ouest, et Zhang Tian est un émissaire de l'empereur Han Wuti, l'un des plus grands empereurs de l'histoire ancienne de la Chine, et est chargé par Han Wuti d'aller au-delà de la Grande Muraille de Chine, qui n'est autre qu'un marqueur identitaire précisément entre la Chine des Han et le monde barbare. Et Zhang Tian est chargé d'aller racheter des chevaux, et en échange de ces chevaux, il apporte de la soie chinoise. Et d'une manière générale, c'est une façon, évidemment, pour les dynasties impériales chinoises de tenir en respect ces populations barbares qui, par ailleurs, d'une manière tout à fait récurrente et sur le temps long, ne cesseront d'envahir la Chine, et ce, malgré l'érection de cette grande muraille. Donc, encore une fois, la Grande Muraille est avant tout un marqueur identitaire et certainement pas un ouvrage de défense comme on nous le décrit habituellement. Et Zhang Tian est ici représenté sur une peinture qui lui est évidemment bien plus postérieure, qui date du 7e siècle de notre ère, c'est-à-dire près de 9 siècles après les faits, et qui date donc de l'époque des Tang, et que l'on voit aujourd'hui encore sur l'une des peintures murales du site de Dunhuang, qui se trouve dans le désert de Gobi et qui est aujourd'hui protégé par l'UNESCO depuis la fin des années 80, qui a, Dieu merci, échappé aux destructions des gardes rouges pendant la révolution culturelle, étant donné son isolement en pleine zone désertique, ceci expliquant sans doute cela. Et on voit là Zhang Tian partir sur ces routes de la soie, et le malheureux Zhang Tian, ne le sachant pas encore, va être capturé par des populations barbares que l'on appelle les Xiongnu, qui sont sans doute d'origine mongole, et il va rester près de 12 ans au milieu de ces populations barbares. Il en reviendra, il en réchappera avec un récit de voyage, l'un des tout premiers que l'on ait sur les régions du Grand Ouest. Et ces régions du Grand Ouest ont pu être identifiées, notamment pour ces régions riches en élevage de chevaux. C'est notamment la vallée du Fergana en Ouzbékistan, qui se trouve dans l'est du pays. Bon. Donc, Zhang Tian, à la manière d'Hérodote, son lointain prédécesseur grec, dresse une sorte de typologie entre qui sont les Chinois et qui sont les barbares, d'un point de vue des us alimentaires, des mœurs. Et donc, c'est tout à fait intéressant parce que
Si l'on y réfléchit quelques secondes, d'un pôle à l'autre de l'Eurasie, de la Grèce à la Chine, les visions stéréotypées du monde dit barbare sont assez sensiblement les mêmes. Et d'ailleurs, ne jamais oublier que ce monde barbare est non seulement borné côté chinois par la Grande Muraille dite de Chine, édifiée et réunifiée à partir du IIIe siècle avant notre ère par le premier empereur Qin Shi Huangdi, mais que l'on trouve également un long mur qui borne l'ensemble de l'empire romain et gréco-romain, qui n'est autre que le fameux Limès, qui a donné son nom aux Français aux limites et aux limites d'un empire qui court depuis l'Euphrate, l'est de l'actuelle Syrie, jusqu'à l'Écosse. C'est le fameux mur d'Adrien. Bref, vous avez en deux régions du monde et pratiquement à la même époque, deux empires, l'un chinois, l'autre romain, qui s'ignorent pratiquement superbement et qui évoluent chacun d'une manière assez indifférente l'un à l'autre, mais qui n'en bornent pas moins leur espace respectif. Alors, néanmoins, ce nord-ouest de la Chine, contrôlé par la Chine, n'en reste pas moins, aujourd'hui encore dans l'imaginaire politique et culturel chinois, un marqueur identitaire d'importance, si l'on en juge par la passe dite de Tianyuguan, qui se trouve dans la province donc, du Gansu, et là même où, il y a quelques mois, le film Mulan, réalisé par Walt Disney, a été tourné et a fait grand bruit parce que, à la fois critiqué par les droits de l'homiste d'un côté, critiquant donc le réalisateur pour avoir utilisé des figurants ouïghours et les faisant passer pour des barbares alors qu'ils vivent dans une région qui est la leur, et critiqué par nombre d'internautes chinois par ailleurs, parce que Mulan, qui est une sorte de Jeanne d'Arc à la chinoise, qui a réellement vécu à la fin de l'époque des Song, ne correspondrait pas aux critères attendus par le public chinois. Bref, ce film de Walt Disney, d'ailleurs il y a une faute et vous m'en excusez en légende, est sans doute symptomatique en tant que prélude de l'affrontement entre les États-Unis et la Chine. L'avenir nous le dira, mais rétrospectivement, c'est un film qui annonce évidemment le déchaînement des passions nationalistes de part et d'autre. Alors, pour les longues soirées d'hiver, vous avez cet ouvrage dont je vous parlais, auquel vous pouvez vous référer et qui pourra vous inspirer effectivement pour comprendre ce que l'on entend du côté grec, notamment par la notion de barbare précisément. Alors, ces anciennes routes de la soie, parlons-en. Elles sont importantes. Vous allez tout de suite le voir par ces différents axes que je remets ici, en tout cas pour les plus contemporains, mais finalement, il reste évidemment d'actualité. Vous avez un axe essentiellement terrestre qui contourne par le nord le désert du Taklamakan, et un axe que l'on ne voit pas sur cette carte contemporaine, passant plus au sud du Taklamakan et qui rejoignait donc les régions afghanes actuelles et pakistanaises, c'est-à-dire donc le nord de l'Inde. Et précisément, l'une des routes les plus mythiques, je dirais, parce que les plus belles, et qui ont vu des générations de voyageurs passer sur ces routes, c'est la route du Karakoram, qui relie aujourd'hui donc la Chine au Pakistan et qui suit évidemment la chaîne de l'Himalaya avec le fameux K2 qui est l'un des plus hauts sommets après l'Everest, et c'est l'une sans doute des routes les plus belles du monde. Et c'est une route évidemment stratégique aujourd'hui et qui a été empruntée, comme je le disais à l'instant, par nombre de voyageurs sur le temps long, à commencer par
Ce voyageur d'importance, le moine Xuanzang, moine bouddhiste qui a vécu au commencement de la dynastie des Tang au 7e siècle et qui était parti vers l'ouest pour aller chercher des sutras, donc des textes sacrés, des sutras bouddhistes sacrés écrits en sanskrit, qu'il a rapporté par voie de mer. Donc son récit de voyage est également extrêmement précieux via le monde indo-malais pour enfin les traduire dans la capitale impériale, Chang'an, l'actuelle Xi'an. Et vous avez d'ailleurs un lieu de mémoire tout à fait intéressant à Xi'an, bien connu, qui porte le nom de la pagode de l'oie sauvage, la même où se sont établies les premières écoles de traductologie dont Xuanzang a été pour partie à l'origine. C'est d'ailleurs une histoire intellectuelle absolument passionnante qui est comparable à celle de la traduction de l'Ancien Testament de l'hébreu au Nouveau Testament en grec puis en latin. Xuanzang n'a pas été qu'un voyageur, il a été aussi l'un des plus grands traducteurs pour traduire des notions en chinois ardues a priori, telles que avatar, transcendance, des notions évidemment assez difficiles à traduire pour une langue chinoise qui n'était pas outillée pour traduire ces mots concepts, ce qui explique très certainement d'ailleurs que le bouddhisme chinois soit adapté à cette difficulté et ait donné naissance au bouddhisme zen, qui privilégie bien davantage les techniques d'ascèse, de méditation ou les arts martiaux, puisque, comme vous le savez sans doute, la première communauté zen, Chan, en Chine, a été établie dans la province du Henan, à Shaolin, et c'est une communauté qui privilégie donc les arts martiaux, donc les techniques du souffle, mais aussi les pratiques méditatives dont les Japonais sont en grande partie les héritiers. Le zen, on le sait culturellement, est à l'origine de l'art des jardins de Kyoto notamment, mais aussi d'une certaine esthétique tout imprégnée précisément de bouddhisme zen. Donc c'est une réponse sans doute bouddhisme zen à ces difficultés de traduction en amont sur lesquelles Xuanzang, mais aussi ses prédécesseurs et successeurs ont tour à tour buté. Alors, ces régions de l'Asie centrale, Inde comprise, d'où nous viennent nombre de religions, sont des régions aussi stratégiquement importantes dans l'histoire du Moyen-Âge, parce que, pour donner quelques points de repère d'un point de vue événementiel, c'est précisément dans ces régions du Grand Ouest de la Chine qu'a eu lieu la fameuse bataille de Talas, que vous voyez au centre de cette carte, qui eut lieu en 751, qui est quasi contemporaine de la bataille de Poitiers, et qui a eu le même effet, c'est-à-dire que c'est un arrêt officiel tout au moins de la progression de l'islam vers l'Est, c'est-à-dire vers la Chine. Officiel, disais-je, parce que vous l'avez fort bien compris, nombre de missionnaires musulmans vont continuer évidemment à voyager plus à l'Est et à s'établir bien sûr en Chine. Mais cette bataille n'en est pas moins importante d'un point de vue des rapports de force. Et comme dirait l'autre, il en reste quelque chose, hein, c'est-à-dire que cette bataille a sans doute structuré justement ces rapports de force entre le monde impérial chinois d'une part et le monde impérial arabo-persan d'autre part. La capitale en cette époque étant Bagdad, capitale de la dynastie des Abbassides, et ce coup d'arrêt officiel tout au moins de l'islam vers l'Est a profondément perturbé précisément l'histoire politique de la Chine du Haut Moyen-Âge. J'en veux pour preuve cette peinture qui est un document historique tout à fait exceptionnel, qui est aujourd'hui
aujourd'hui dans les collections du Musée national du Palais à Taipei, à Taïwan. Comme vous le savez sans doute, les collections de la Cité interdite à Pékin ont été pour la plupart remportées par Chiang Kai-shek à la tête de la Chine nationaliste dans son exil à Taïwan. Et cette peinture nous montre, on l'intitule en français ainsi, d'une manière un peu laconique, le voyage de l'empereur Ming-Huang vers Shu, c'est-à-dire vers le sud. Et on a l'impression d'un voyage de plaisance pratiquement, il n'en est rien. C'est-à-dire que cette peinture nous montre en même temps ce qu'elle cache. C'est-à-dire que l'empereur est directement menacé précisément par des velléités de coup d'État dont un emportera quasi définitivement la dynastie Tang. C'est le coup d'État d'An Lushan qui surviendra quelques années plus tard. Et loin d'être une promenade bucolique, c'est en fait un exode forcé. Donc, l'arrivée des musulmans dans le contexte du Haut Moyen-Âge chinois est signifiée évidemment par des bouleversements géopolitiques extrêmement importants. Alors, l'islam introduit en Chine comme ailleurs et en Asie centrale en particulier est à l'origine de styles de vie, de modes de civilisation dont on peut admirer aujourd'hui encore bien sûr des vestiges. De moins en moins au Xinjiang, c'est-à-dire donc dans l'ancien Turkestan chinois, la ville de Kashgar ayant été détruite et délibérément par les autorités chinoises, mais dans des régions situées plus à l'ouest encore, telles qu'en Ouzbékistan et à Bukhara en langue ouzbèque, on voit encore un très grand nombre de caravansérails, notamment, dont beaucoup datent de la période du Moyen-Âge ou de la Renaissance, et ne pas oublier précisément que cette région de l'Asie centrale était, comment dirais-je, constituait une sorte d'unité civilisationnelle et proprement musulmane par ses multiples référents, tantôt turcs, tantôt indiens, tantôt persans et arabes, avec une grande dynastie généralement peu connue du grand public qui eut pour capitale la ville et l'oasis de Kashgar, dans le sud-ouest du Xinjiang. C'est la dynastie des Karakanides, dont vous voyez le nom ici en légende, dont l'âge d'or correspond au XIIe siècle. Et les Karakanides ont beaucoup construit à travers l'ensemble de l'Asie centrale, pas seulement à Kashgar, et notamment à Bukhara, le minaret Kalon, qui est bien connu et que vous voyez ici sur l'image, étant construit à l'origine par les Karakanides. Alors, ce qu'il faut retenir des Karakanides, c'est le fait que c'est la première dynastie turque dont les Ouïghours sont sans doute pour partie associés, sinon des descendants. Et cette dynastie turque a été la première à s'islamiser. Et c'est aussi la première dynastie turque impériale qui a conquis non seulement l'ensemble de l'Asie centrale, Chine du Nord-Ouest comprise, mais aussi toute une partie de l'Inde du Nord, qui précisément a continué à s'islamiser du fait même justement de cette présence des Karakanides. Alors, vous avez un livre tout à fait passionnant dirigé par Thierry Zarcone, que vous voyez à droite de l'image, qui rappelle justement que les routes de la soie ont été des routes marquées par des influences très diverses, intellectuelles notamment, et que ces caravansérails étaient dans ces oasis souvent des lieux évidemment de convivialité qui ont été marqués par l'aménagement partout dans le monde musulman de ces superbes jardins à la persane, comme celui des Rams que vous pouvez voir ici, et qui ont inspiré nombre de jardins de ces villes musulmanes de l'Asie centrale, et très différents en cela des jardins chinois, comme vous le voyez ici à droite de l'image. Ne pas oublier non plus
que cet islam de l'Asie centrale, qui va se développer, y compris dans les régions du nord-ouest de la Chine, est un islam fortement matiné de culture religieuse chamanique. Et ce syncrétisme religieux entre l'islam et le chamanisme va déboucher sur un islam que l'on qualifie de soufi. Et c'est un islam soufi marqué aussi par la création d'un très grand nombre de confréries. Ce sont des sociétés d'entraide qui fédèrent leurs fidèles autour de la commémoration de la mémoire d'un grand nom, d'un grand cher, comme on dirait en arabe. Et l'une de ces confréries qui joue aujourd'hui encore un rôle essentiel partout en Asie centrale, du Caucase jusqu'à la Chine, voire même jusqu'en Indonésie musulmane, est la Naqshbandi, qui a été créée en Ouzbékistan au XIVe siècle et dont on vénère aujourd'hui encore le mausolée que vous voyez ici restauré par les nouvelles autorités ouzbèques. Bref, cette région du nord-ouest de la Chine, évidemment, et pour reprendre un terme cher à nombre d'historiens, est une région interconnectée à tout point de vue, pas seulement à la civilisation chinoise, je dirais même qu'elle lui tourne le plus souvent le dos, mais bien davantage aux régions à la fois islamisées de l'Asie centrale, mais aussi de l'Inde. Ne jamais sous-estimer donc le fait que Kashgar est dans l'imaginaire de l'ensemble des peuples turcophones, y compris les Turcs de la Turquie actuelle, un lieu extrêmement important, un lieu de vénération culturelle, pour ne pas dire cultuelle, qui constitue en quelque sorte l'ethnogenèse des peuples turcs. Un certain nombre de personnalités y sont à l'honneur, et en particulier Mahmoud Kashgari, qui a vécu précisément au XIIe siècle, qui est considéré aujourd'hui encore comme étant le père du premier dictionnaire de langue turque. C'est lui, en quelque sorte, qui a donné ses lettres de noblesse à la langue turque, qui était avant tout une langue orale. Et son tombeau, son mausolée, se trouve à la lisière de Kashgar, entre les monts Kunlun que vous voyez ici en arrière-plan de l'image, qui ferment la région du Xinjiang par rapport au haut plateau tibétain. Il n'en était pas moins, là encore, interconnecté d'un point de vue civilisationnel. Et d'autre part, les Tian Shan, les montagnes célestes, qui courent, quant à elles, jusqu'à la région de Tashkent, en Ouzbékistan. Donc Kashgar et cette région du Grand Ouest de la Chine a connu son âge d'or au XIIe siècle, c'est-à-dire à une époque contemporaine ou presque de l'âge d'or des civilisations musulmanes de la dynastie abbasside et de la période postérieure, grosso modo entre le 8e siècle et la fin du XIIIe siècle. Alors, c'est une période évidemment décisive dans l'histoire des idées, et l'histoire des idées entre l'Orient et l'Europe précisément, puisque ce sont ces penseurs arabo-persans, et d'entre tous Avicenne et Averroès, dont j'ai mentionné les noms en légende de ce slide, qui vont être à l'origine d'une redécouverte, comme vous le savez sans doute, de la culture hellénistique qui sera retransmise à l'Europe, et notamment par la médiation de grands noms des scholastes du Moyen-Âge, tels que Albert le Grand ou Thomas d'Aquin, posant par là même les jalons d'une nouvelle forme de rationalité et préparant en cela la Renaissance. Alors, vous avez un très grand spécialiste de l'histoire philosophique de l'islam, qui fut d'ailleurs, pour l'anecdote, un ancien élève dans les années 20 de l'Institut catholique de Paris, c'est Henri Corbin, qui a écrit ce livre absolument magnifique, sans cesse réédité, Histoire de la philosophie islamique, pour vous éclairer précisément sur cet héritage. Alors, pour avancer dans le temps, il faut bien imaginer que cet islam a connu en fait
au-delà de cet âge d'or au XIIe siècle, une propagation inédite d'Est en Ouest, c'est-à-dire en touchant cette fois-ci pleinement la Chine, par la médiation des souverains mongols. Ils sont, dans l'histoire chinoise, à l'origine d'une dynastie que l'on appelle les Yuan, telle que mentionnée ici en légende, qui est une dynastie extrêmement importante. Vous pourrez en approfondir la connaissance en lisant le livre de ce collègue sinologue anglophone Timothy Brooke, Le Léopard de Kublai Khan, que vous voyez à gauche de l'écran. Et c'est précisément sous l'égide des souverains mongols que ces derniers vont encourager l'implantation de communautés musulmanes, parfois dans des régions frontières, comme je disais, dès l'introduction entre le monde tibétain et le monde chinois. Ils vont se spécialiser dans la vente des pots PEAUX, contre lesquels seront échangés du thé chinois destiné à l'exportation vers le Tibet. Et nombre de ces musulmans, par ailleurs, vont s'intégrer précisément à la culture politique des Mongols. Et les Mongols, dans toutes les régions conquises du Moyen-Orient, de l'Asie centrale et de la Chine, vont littéralement s'acculturer. C'est-à-dire qu'ils vont reprendre un modèle, un substrat culturel préexistant. C'est la caractéristique première de deux grandes dynasties contemporaines l'une de l'autre, qui sont chacune les héritières de Gengis Khan. Ce sont les fils, voire les petits-fils de Gengis Khan qui sont à l'origine de cette dynastie. Donc celle des Yuan, qui a régné donc en Chine, et celle des Ilkhanide, qui a régné dans l'espace arabo-persan. Et c'est dans le contexte de la dynastie des Yuan que nombre de Chinois, à l'instigation des Mongols, vont se convertir à l'islam. L'islam n'est pas pour autant religion officielle de la cour mongole. Vous avez toutes sortes de religions d'ailleurs qui y sont pratiquées, à commencer par le christianisme nestorien, mais l'islam est une religion d'importance et nombre de hauts fonctionnaires de la cour mongole s'y convertissent et vont jouer un rôle certain dans l'histoire impériale de cette dynastie. Et c'est précisément à la fin du XIIIe, début du XIVe siècle que le terme même de Hui, que je mentionnais dès le début de cet exposé, est inventé pour désigner des Chinois précisément se convertissant à l'islam. Alors j'accélère parce que je vois que le temps court, en rappelant qu'il reste des vestiges évidemment extrêmement importants de cette période mongole, à commencer par la cité interdite. Celle que nous voyons encore aujourd'hui n'est pas néanmoins contemporaine des Yuan. Elle a été restaurée, retransformée sous les dynasties successives, mais ce sont les Mongols qui choisissent Pékin comme étant l'une de leurs capitales. Et vous avez ici, par ailleurs, contemporaine donc de cette dynastie des Yuan, l'une des plus grandes réalisations, l'un des plus grands chefs-d'œuvre des arts islamiques contemporains de la dynastie des Ilkhanide, donc une dynastie mongole régnante en Iran, et c'est le mihrab, donc la niche à prière de la mosquée du vendredi, Jama al-Mosque, de la ville d'Isfahan, ancienne capitale plus tard de la dynastie des Safavides, qui se trouve dans la province du Fars. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir évidemment la conjonction et le syncrétisme culturel entre, bien sûr, l'art persan proprement dit et ses apports civilisationnels musulmans, comme nous le voyons ici. Vous avez d'ailleurs la légende, le nom même de ces différents monuments en amont sur ce slide pour vous repérer. Mais ce qui est tout à fait intéressant dans l'espace chinois proprement dit, c'est de voir l'hybridité culturelle et patrimoniale même de certains de ces monuments de confession musulmane. Alors d'entre tous, la mosquée de Xi'an, qui est un lieu de mémoire très important, l'une des plus anciennes mosquées
du pays. Elle date de l'époque des Tang. Et vous voyez là des choses tout à fait intéressantes. À la fois un pailou, c'est-à-dire donc une porte honorifique qui est frappée également d'une calligraphie nastalique, hein, donc arabe. Et vous avez des sentences parallèles, des tuéliennes, comme on dit en chinois, qui sont elles-mêmes sino-arabes, je dirais. Et ça, évidemment, c'est tout à fait intéressant. Les plus belles encore se trouvent plus à l'ouest, dans la province du Gansu. Alors, vous avez toujours à l'intérieur de la mosquée de Xi'an cette enseigne tout à fait exemplaire, hein, qui montre justement ce syncrétisme culturel et calligraphique même, hein, entre des caractères chinois et des caractères arabes. Et à droite, vous avez un mur extraordinairement ciselé qui correspond à la mosquée de Linxia dans la province du Gansu, qui est l'une des grandes villes, les plus anciennes villes des comptoirs commerciaux musulmans des routes chinoises de la soie. Et cette mosquée, qui a été restaurée au fil des siècles, telle que nous la voyons aujourd'hui, est de style Qing, c'est-à-dire donc la dernière dynastie impériale de l'histoire de la Chine, 1644-1911. En voici justement je dirais une vision d'ensemble. Alors vous voyez, c'est tout à fait curieux. Vous avez à la fois un bâtiment qui s'apparente, je dirais, à n'importe quel autre bâtiment chinois, quelle qu'en soit la confession, hein. Et en même temps, vous avez des références tout à fait explicites à l'islam. Alors je vous le dis parce que ce n'est pas tout à fait évident, mais on peut voir ici et là des calams, donc littéralement des stylets, hein, tels que les portaient les lettrés musulmans, quelles qu'en soient les régions par ailleurs, hein. Et il y a parfois aussi sur ces murs historiés des scènes reproduisant le Hajj, donc le pèlerinage à la Mecque, hein, bien sûr. Alors voici donc ces différents tronçons des routes de la soie. Dire quelques mots très rapidement concernant les tronçons maritimes, ceci est important. Ceux-là ont été essentiellement monopolisés par les arabo-persans, au moins jusqu'au début du XVIe siècle, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée des Portugais et de Vasco de Gama dans l'océan Indien. Jusqu'alors, c'est-à-dire du 7e au 16e siècle, même s'il existe des incursions chinoises, des jonques de haute mer, dont les vestiges notamment ont été retrouvés dans le Châtel arabe, dans le sud de l'Irak actuel, la plupart, en tout cas, de ces réseaux sont monopolisés dans les faits par des arabo-persans, et tout particulièrement pour ce qui concerne la vente de la porcelaine. Alors, quelques mots, parce qu'on ne peut pas ne rien dire, évidemment, sur l'invention de la porcelaine chinoise, telle que nous la connaissons dans ses aspects les plus classiques, c'est-à-dire donc la porcelaine bleu-blanc, hein, comme on l'appelle. Plus savamment, on l'appelle Yongle, du nom de l'empereur de l'époque des Ming, qui en aurait été à l'origine. Elle est reconnaissable d'entre toutes parce que précisément les figures sont de couleur bleue sur fond blanc. Bon. Mais cette particularité de la fabrication de la porcelaine chinoise la plus classique, dont les foyers de fabrication se trouvent pour la plupart aujourd'hui encore à Tingtezhen, sur le littoral chinois, sont associés à une invention absolument majeure que l'on doit aux Iraniens persans. C'est le bleu de cobalt qui a été, via les routes de la soie, introduit jusqu'à la Chine. Et donc, l'utilisation du bleu de cobalt a permis, in fine, vous voyez là une superbe réalisation ilkhanide en bleu de cobalt, précisément, a permis de réaliser donc ce fameux bleu-blanc de Chine qui n'a jamais cessé d'être reproduit jusqu'alors. Alors, c'est sans doute, je dirais, l'objet chinois, l'objet signe le plus universellement répandu. Les arabo-persans, mais aussi les Turcs, ont été très friands, évidemment, de la porcelaine de Tingtezhen, importée à prix d'or
tout d'abord au Moyen-Orient, puis jusqu'à la lointaine Méditerranée, et ceux qui, encore une fois, vont supplanter les Arabo-Persans dans la région médiane de l'océan Indien qui relie la Méditerranée à la mer de Chine, ce sont les Portugais. Et vous avez d'ailleurs ce très bon catalogue qui existe aujourd'hui encore, qui est encore édité, du Tage à la mer de Chine, correspondant à une ancienne exposition au musée Guimet à la fin des années 90, qui rapporte tout cela très bien. Et plus récemment, une autre exposition au musée Guimet qui rappelait la richesse des plafonds de l'ambassade de France à Lisbonne, le palais dos Santos, dont une partie avait été virtuellement reconstituée avec des bleus blancs de Chine, comme vous le voyez précisément sur cette image. Donc, ce commerce à la fois transcaravanier et maritime va prendre fin en définitive vers la fin du XVe siècle, 15e, début 16e siècle. Alors, cela correspond aussi dans l'histoire du monde à plusieurs phénomènes. Le premier, la découverte des Amériques par les Européens, ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire que le commerce transatlantique va progressivement, mais très progressivement seulement, prendre de l'ascendant sur le commerce asiatique. Il faudra attendre la fin pratiquement du XVIIIe siècle pour que la Chine cesse d'être la première puissance économique du monde. Pas avant. Jusqu'alors, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est la première puissance économique du monde. Sauf que ce commerce transatlantique qui se met en place, suite à la découverte des Amériques, va changer justement la donne au niveau économique mondial. Et puis l'autre phénomène d'importance, c'est que partout dans cette région vaste et du Proche, Moyen-Orient et de l'Eurasie en général, s'affirment de nouveaux empires. L'empire moghol en Inde, comme vous le voyez ici, l'empire des Safavides, l'empire ottoman, l'empire tsariste russe aussi, qui commence à conquérir l'Asie centrale, et enfin les empires Ming puis Qing chinois, qui progressivement donc marginalisent ce commerce mondial, celui-ci privilégiant sous le dynamisme et l'impulsion des Européens les régions transatlantiques. Alors, encore une fois, malgré tout, durant cette très longue période qui a duré pratiquement un millénaire, ces civilisations, et notamment la Chine avec les pays de confession musulmane, n'ont cessé de dialoguer, bien sûr. Et c'est ça qui est absolument passionnant, jusqu'à ce que l'ensemble de ces territoires soit finalement conquis par les Européens. C'est l'amorce de la colonisation et des premières réactions identitaires, précisément, de ces peuples colonisés, avec des réactions souvent très complexes, qui se réclament tantôt d'un retour à des formes de conservatisme et de tradition. Je pense par exemple à la Chine se référant au confucianisme, ou au contraire en totale rupture avec le confucianisme. C'est le fait de toute une génération née avec le début du XXe siècle et qui sans doute dans ses revendications prendra fin avec la crise de Tiananmen en 1989, le rapporte le grand sinologue américain John King Fairbank, dont vous voyez l'un des ouvrages à droite. Et du côté musulman, cette remise en question à la fois de l'héritage et de la tradition ne va pas être totalement dénoncée. C'est-à-dire que, comme à travers l'exemple chinois que je viens très vite de brosser, eh bien, vous avez des tentatives d'accommodement entre tradition et modernité. C'est tout à fait caractéristique des mouvements djihadistes, c'est-à-dire des réformés, souvent d'origine tatare, qui s'inspirent tantôt de l'héritage des Lumières et de la Révolution française, tantôt d'un héritage qui est celui de la modernité russe. Et nombre de grands introducteurs de cette modernité recomposée seront les Tatars, peuple médiateur
entre les régions de la Russie, de l'Asie centrale et de la Chine précisément. Donc ça, ce sont des débats évidemment tout à fait passionnants et politiquement, après cette phase de colonisation synonyme d'humiliation pour nombre de ces peuples, eh bien, ces peuples indépendants finiront par se rencontrer. La première grande rencontre, je dirais, officielle de l'histoire du XXe siècle entre les nations chinoises et musulmanes, mais pas que, c'est évidemment la conférence de Bandung en 1955 qui a lieu en Indonésie. Et vous voyez, d'une manière tout à fait symptomatique, à la même table, Zhou Enlai, le représentant de la diplomatie chinoise de Mao Tse-tung, et Nasser, le chantre du panarabisme au milieu des années 50. Alors, chose très intéressante, mais c'est un hasard du calendrier, le hasard fait bien les choses, Claude Lévi-Strauss, la même année, publie Triste Tropique, qui est une remise en cause précisément de la vision ethnocentrée, occidentalo-centrée d'une part, et la dénonciation déjà en tant que précurseur d'une certaine globalisation qui est à l'œuvre déjà à l'époque. Et nombre d'intellectuels, parfois d'ailleurs d'origine arabe, et je pense à Édouard Saïd, pour conclure ou presque ce long exposé, vont dénoncer précisément cette image créée par les Occidentaux de l'Orient en général. Et vous avez un contre-courant à l'orientalisme qui s'est créé depuis lors et qui réunit d'une manière tout à fait protéiforme à la fois des intellectuels japonais, indiens, chinois, arabes ou iraniens, que l'on appelle l'occidentalisme, c'est-à-dire donc l'opposé à l'orientalisme, c'est-à-dire donc une vision du monde qui défend avant tout, et pour raccourcir, pour ne pas dire caricaturer les choses, qui réduit donc l'Orient, moyen ou extrême, à une dénonciation en règle de la démocratie et des droits de l'homme occidentaux. Donc ça, c'est tout à fait intéressant et c'est évidemment un tout autre sujet, mais ô combien d'actualité, on le sait. Et la Chine, évidemment, de ce point de vue-là, tente à devenir un modèle pour nombre de potentats, qu'ils soient arabes ou iraniens notamment. Donc, c'est une affaire évidemment à suivre. Merci beaucoup de votre écoute et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, merci Emmanuel, c'était passionnant. Merci pour ce beau voyage virtuel. Alors, les premières questions commencent à arriver. Comment expliquez-vous que la Chine ait réhabilité aussi vite la route de la soie d'hier? Gwen, je vais peut-être prendre, comme on dit, un bouquet de questions, 5 questions, d'abord dans un premier temps, et puis sans doute en faire la synthèse. Pour le moment, je n'en ai qu'une. Ah bon, bah, très bien, alors je vais y répondre. Donc, comment la Chine a-t-elle récupéré les nouvelles routes de la soie, c'est ça? La route de la soie d'hier. La route de la soie d'hier. Alors, c'est une très bonne question parce que, en réalité, ce ne sont pas les Chinois qui sont les premiers à avoir eu cette initiative. Les premiers sont les soviétiques à la fin des années 80, c'est-à-dire à l'époque de la perestroïka mise en œuvre par Gorbatchev, lorsque Gorbatchev essayait justement sans doute de soigner l'image de l'Union soviétique qui était enferrée dans le conflit en Afghanistan d'une part, donc il s'agissait un peu de positiver cette image. Et surtout, c'est à cette époque, et même déjà quelques décennies plus tôt, que l'Union soviétique tente à vouloir restaurer nombre de monuments de l'Asie centrale, à commencer par ceux de la République soviétique de l'Ouzbékistan. Et ce, pour essayer, d'un point de vue de sa propagande, de montrer la compatibilité entre un marxisme éclairé et des cultures de l'islam. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que l'Ouzbékistan va bénéficier justement de toutes les attentions pour développer un tourisme d'abord destiné à des populations du monde arabe, notamment toutes les délégations des partis basses syriens et irakiens, et dans un deuxième temps vis-à-vis des Occidentaux. Et bien sûr, suite
à la proclamation des indépendances de ces anciennes républiques soviétiques de l'Asie centrale, eh bien, les Ouzbeks, notamment, vont continuer ces programmes de restauration, mais cette fois-ci dans une toute autre optique, celle de s'affirmer sur le plan identitaire par rapport à la Russie, bien sûr, mais s'affirmer tout simplement sur la scène internationale. En tout cas, les Soviétiques, encore une fois, ont été les premiers également à essayer donc de promouvoir cette idée des routes de la soie auprès de l'UNESCO, par exemple. Les premiers colloques et catalogues à ce sujet datent des années 80. Et les Chinois, comme vous le dites, effectivement, vont s'emparer de cette idée des routes de la soie beaucoup plus tardivement, mais dans une continuité à la fois identique et en même temps changée. C'est-à-dire donc qu'il s'agit de s'approprier d'un héritage pour justifier une politique de développement économique. C'est véritablement cela. Et c'est là où l'on voit que l'histoire contemporaine rejoint l'histoire la plus ancienne, bien sûr. Alors, 2 autres questions. Et le Japon, et plus largement le reste de l'Extrême-Orient, était-il ignoré par la Chine à cette période? Et donc la seconde question, comment est-ce que le Pakistan et plus largement les autres pays musulmans d'Asie réagissent aux persécutions faites aux Ouïghours? Alors, vis-à-vis du Japon, il est clair que le Japon est connecté, bien sûr, aux anciennes routes de la soie. On ne peut pas comprendre l'essor du bouddhisme sur l'archipel nippon sans se référer à ces influences qui nous viennent du continent chinois, bien sûr. Sauf que, et là, notre auditeur pointe du doigt une réalité tout à fait intéressante, souvent les Chinois, dans leur promotion des nouvelles routes de la soie, mais aussi des anciennes routes de la soie, éludent purement et simplement le Japon. C'est-à-dire, vous regardez des cartes chinoises concernant les routes de la soie, le Japon a purement et simplement disparu. Alors évidemment, c'est une aberration sur le plan historique, mais c'est tout à fait volontaire de la part de la Chine. C'est-à-dire que pour la Chine, les routes de la soie partent et reviennent à la Chine. Donc, c'est une vision historique tout à fait orientée, bien sûr. Quant au Pakistan, eh bien, le Pakistan, comme la plupart des pays musulmans, semble totalement indifférent au sort des Ouïghours, de même qu'au sort des Rohingyas dans l'Arakan, dans l'ouest de la Birmanie. Il est tout à fait ironique, pour ne pas dire navrant, de voir que ce sont les Occidentaux qui montent au créneau d'une manière non moins intéressée, évidemment, lorsque Mike Pompeo, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de Donald Trump, a dénoncé précisément les exactions chinoises contre les Ouïghours. Il s'agit évidemment pour l'administration américaine de faire feu de tout bois contre la Chine. Les Ouïghours sont un levier, je dirais, parmi d'autres. Ce ne sont pas les Ouïghours en tant que tels qui ont ému, on peut le supposer, Mike Pompeo. Mais il faut bien se rendre à cette évidence, ce sont les Occidentaux seuls qui jusqu'alors ont dénoncé ces exactions. Les Ouïghours constituent plus un problème qu'une solution pour l'ensemble des pays musulmans, surtout dans leur rapport à la Chine. Les Ouïghours pourront-ils sauvegarder longtemps leur culture? Et suivi d'une autre question, quel est le regard du régime chinois sur l'islam radical et le terrorisme de la Chine à l'Europe? Je n'ai pas compris, Gwen, la première question. Les Ouïghours pourront-ils sauvegarder longtemps leur culture? D'accord. Alors, question évidemment difficile. Évidemment, quand on pense à la situation des Ouïghours, on pense aussi à celle des Tibétains ou des Mongols. C'est-à-dire qu'il y a fort à parier qu'il y aura, et il y a déjà évidemment beaucoup de dégâts, et pas seulement patrimoniaux, également humains, mais qu'il existe aussi une diaspora ouïghour très active, bien sûr. C'est-à-dire qu'on le sait, démographiquement, il y a 10 millions de Ouïghours au Xinjiang et à peu près 10 millions de Ouïghours vivant en dehors même de la Chine. Donc c'est assez considérable, ça fait 20 millions de personnes au total. Beaucoup, pour des raisons évidentes, vivent en Asie centrale turcophone,
pour des raisons liées aux affinités de langue, bien sûr, jusqu'en Turquie, même si vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement d'Erdogan semble abonder dans le sens des autorités chinoises, c'est-à-dire que de remettre des ressortissants ouïghours réfugiés en Turquie entre les mains des autorités chinoises. C'est sans doute une volonté pour la Turquie d'Erdogan d'intégrer l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est une organisation multilatérale très importante dans le projet des nouvelles routes de la soie. Et donc, il y a fort à parier que cette culture ouïghour va se réinventer au contact de pays étrangers, et notamment en Occident. Ça ne fait absolument aucun doute. Je ne pense pas qu'il faille employer le terme de génocide culturel. La preuve en est, c'est que, bien sûr, en Chine, on tente par tous les moyens de siniser la population ouïghour, mais il y aurait génocide si cette destruction culturelle et ethnique se faisait à un niveau systématique. Or, c'est tout simplement impossible. Donc, la communauté ouïghour survivra de toute évidence. Ça me paraît tout à fait évident, au même titre que la communauté tibétaine, qui s'est totalement réinventée au point même de tibétaniser nombre d'Occidentaux. C'est tout à fait fascinant. Vous avez nombre de monastères lamaïques tibétains où vivent et se réunissent des pratiquants bouddhistes tibétains français, des Californiens, des Taïwanais, des Indiens même. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'avec ces répressions, eh bien, l'effet contraire s'est produit, l'effet contraire escompté s'est produit, c'est-à-dire donc une résistance et une réinvention précisément de ces cultures. Donc il y a fort à parier que les Ouïghours connaissent à peu près la même trajectoire historique. Quant à l'islam radical, ouïghour notamment, mais pas que, il existe bel et bien, il ne faut pas le sous-estimer non plus, c'est-à-dire que action-réaction, surtout à partir de 1991, nombre d'intellectuels ouïghours notamment se sont inspirés des indépendances des pays voisins nouvellement indépendants de l'Asie centrale ex-soviétique, en se disant pourquoi pas nous. Et évidemment, les Chinois y étant viscéralement opposés, à la fois pour des raisons nationalistes, stratégiques, parce que le Xinjiang est une région riche en pétrole, riche en terres rares que convoite évidemment la Chine, eh bien, nombre de ces Ouïghours se sont radicalisés en trouvant parfois refuge dans des pays riverains et de montagne, si possible, le Tadjikistan, l'Afghanistan ou le Pakistan. Donc, et vous avez notamment une organisation ouïghour radicalisée que l'on appelle l'ETIM, qui donne du fil à retordre évidemment aux autorités chinoises. Et ce n'est pas la seule organisation terroriste que l'on sache. Celle-ci est plutôt pro-Daesh. Et donc, elle a déclaré, comme Daesh d'ailleurs, je cite, la guerre sainte contre la Chine, le djihad contre la Chine, tandis que d'autres obédiences groupusculaires sont davantage proches d'Al-Qaïda ou ce qu'il en reste. Mais de toute évidence, l'Afghanistan, au même titre que le Cachemire, voire des régions plus périphériques telles que le Baloutchistan dans l'ouest du Pakistan, seront des régions de repli pour les maquisards ouïghours ou islamistes radicaux de toute obédience, critiquant évidemment le projet notamment des nouvelles routes de la soie. Parce que, en fait, le pari de Pékin, c'est de dire nous allons acheter la paix sociale par un développement économique. Sauf que ça n'a jamais marché. On le sait historiquement à travers l'exemple français par rapport à l'Algérie, par exemple. Plus on a essayé de développer l'Algérie, plus l'opinion algérienne musulmane s'est radicalisée. C'est précisément ce qui est en train de se produire au Xinjiang. Donc, ça ne marchera pas de cette manière-là. Et précisément, l'islam radical
est et restera pour très longtemps un sujet majeur pour la Chine sur le plan sécuritaire. C'est-à-dire que la Chine, comme les pays occidentaux, et cela s'est produit à plusieurs reprises d'une manière assez marginale jusqu'alors, mais la Chine ne sera sans doute pas, hélas, à l'abri d'attentats d'envergure dans les très grandes conurbations telles que Pékin ou Shanghai. Ça me paraît absolument inévitable. Alors, j'ai encore 2 questions. Une personne qui s'étonne que l'Afrique n'apparaisse pas dans le schéma stratégique chinois. Et avec la politique de fermeture radicale de la Chine envers les pays étrangers en temps de Covid, le projet des nouvelles routes de la soie est-il toujours viable? Alors, l'Afrique n'apparaît pas parce qu'effectivement, en 3/4 d'heure, 1 heure, je ne pouvais pas tout dire, mais il est clair que les nouvelles routes de la soie s'appliquent aussi à l'Afrique, hein, ça c'est tout à fait évident. Et l'Afrique est un cas d'école, bien sûr, pour ce qui concerne l'islam africain, bien sûr, avec lequel la Chine, dans son implantation, va être et est déjà confrontée. Ça, c'est absolument évident. Et on le voit dans la configuration qui est à l'œuvre. Ce sont, comme toujours, les points névralgiques de l'Afrique que la Chine essaye de contrôler. En tout cas, elle essaye d'être présente dans ces régions névralgiques, à commencer par l'Éthiopie et sur le littoral éthiopien, comme vous le savez, Djibouti, qui est une base militaire. La première base militaire chinoise située en dehors de la Chine, sans compter une autre base militaire dont on n'a pas parlé, mais on ne peut pas tout dire étant donné le temps qui nous est imparti, et dont on parle beaucoup moins dans la presse occidentale. C'est une base militaire qui se trouve au Tadjikistan et qui vise précisément pour les autorités chinoises à essayer, dans une logique d'alliance de revers, comment dirais-je, de contrôler les mouvements des maquisards ouïghours dans cet arrière-pays du Xinjiang. Donc, il est clair de toute façon que la Chine, bien sûr, est présente et de plus en plus en Afrique. Ça, c'est tout à fait évident. Et l'autre question que j'ai oubliée, pardonnez-moi, Gwen. Pas de problème. Avec la politique de fermeture radicale de la Chine envers les pays étrangers en temps de Covid, le projet des nouvelles routes de la soie est-il toujours viable? Alors, signe des temps, et je vois qu'Emmanuel Véron vous a rejoint, donc nous avons beaucoup écrit, et vous pouvez nous lire d'ailleurs à ce sujet, soit dans la revue Le Grand Continent, soit dans la revue The Conversation, et nous avons beaucoup écrit précisément sur ces diverses questions. Signe des temps, disais-je, donc le régime chinois communique de moins en moins sur les nouvelles routes de la soie. Donc c'est quand même assez intéressant, sans doute parce que, bon, bah, évidemment, l'économie mondiale est en berne, la Chine est elle-même profondément impactée, quoi qu'en dise la propagande chinoise, qui nous parle sans arrêt de relance, de la croissance, etc. On en est très loin en définitive, c'est-à-dire qu'on le sait, le virus court toujours, une très grande conurbation Shetiazhuang qui se trouve au sud de Pékin, de plus de 10 millions d'habitants, qui est un gigantesque hub ferroviaire et totalement confiné. Donc, on est loin d'être sorti non plus de la pandémie côté chinois. Et surtout, la Chine, du fait même des mesures de rétorsion occidentales, à commencer par celle des États-Unis, et il y a fort à parier évidemment que Joe Biden poursuivra cette politique de représailles et de protectionnisme à l'encontre des intérêts chinois, dans le domaine du numérique, évidemment, qui est sans doute le volet le plus crucial. Eh bien, ces mesures de représailles portent leurs fruits en Chine même, c'est-à-dire que la Chine est confrontée sans doute à une crise majeure dont on ne peut pas encore mesurer l'ampleur à ce jour parce que nous sommes dans un pays dictatorial où l'information est opaque, encore une fois. Mais de toute évidence, lorsque Donald Trump et avant lui les Japonais, dès le mois de mars de l'année dernière, en pleine pandémie, ont parlé successivement de découplage économique, c'est-à-dire
de rapatriement des secteurs d'activité les plus stratégiques depuis la Chine vers l'Occident ou le Japon en l'occurrence, c'est sans doute pas un vain mot, hein, c'est-à-dire qu'on en parle de plus en plus. En France même, Emmanuel Macron l'avait évoqué, et il y a fort à parier même que ce sera un argument de campagne électorale pour le candidat Macron, et pour tous d'ailleurs, c'est-à-dire un retour à la souveraineté. Et c'est d'ailleurs assez intéressant, ce mot même de souveraineté, il y a encore 1 an, 2 ans, était un gros mot, hein, surtout en France. On n'osait absolument pas en parler, hein. On était encore dans une logique néolibérale, globalisée, et on a vu évidemment la dangerosité même de cette tendance, c'est-à-dire que nous sommes dans une telle interdépendance que nous avons sacrifié justement des parts extrêmement importantes de nos activités. Quand vous savez par exemple que la fabrication mondiale de paracétamol, pour 80% de sa fabrication, se trouve en Chine. Donc ça laisse absolument songeur, hein. Et donc il va y avoir une grande réaction. Ça me paraît tout à fait inévitable. Et en retour, la Chine elle-même, et pour répondre enfin à la question, va se replier sur son horizon proche. On le voit avec la signature du RCEP il y a quelques semaines d'une part. On le voit, comme je disais dès l'introduction, par la marginalisation dans le discours même officiel chinois du projet des nouvelles routes de la soie. Cela fait sens, sachant qu'au cœur même de la crise, donc au mois de février notamment, et depuis Wuhan en particulier, nombre d'internautes chinois n'ont pas hésité à s'en prendre au régime chinois, en disant mais notre argent est dilapidé dans des projets à l'étranger, et comme le disait Margaret Thatcher dans un tout autre contexte, I want my money back, je veux que mon argent me revienne. C'est-à-dire qu'on découvre avec stupeur que tous ces pays, que ce soit le Pakistan, le Tadjikistan ou le Kirghizistan, ne sont pas solvables. Et donc la Chine elle-même est entrée dans une phase d'interdépendance qui peut s'avérer extrêmement dangereuse pour son économie. Donc évidemment, on est à un carrefour qui n'est déjà sans doute plus le carrefour des nouvelles routes de la soie, c'est encore autre chose, et nous en reparlerons sans doute bientôt. Alors, pour le moment, pas d'autres questions. Si vous souhaitez encore intervenir, n'hésitez pas. Bon. En tout cas, les questions étaient également très intéressantes. Merci de les avoir posées. On a encore quelqu'un qui nous demande « Et la Russie dans tout ça ?» Ah. Et la Russie dans tout ça, ne pas oublier, pour revenir à notre propos, que la Russie est un pays musulman, pour partie, mais de tradition musulmane, bien sûr. Ne serait-ce que parce que l'Asie centrale constitue aujourd'hui encore l'un de ses précarés, évidemment, mais aussi parce que la communauté musulmane compte, et surtout dans la vision poutinienne du monde et de la politique étrangère de la Russie. C'est-à-dire que la Russie a ceci de tout à fait fascinant et de très complexe à comprendre aussi d'après nos catégories, qu'elle souscrit à une forme de multiculturalité, c'est-à-dire qu'elle ne rejette en rien l'islam, elle l'intègre pleinement justement à la réalité culturelle du pays. Et donc, on sait aussi par le peu d'informations que j'ai pu donner que c'est précisément par le truchement de la Russie que l'islam réformateur est parvenu, à partir de la fin du XIXe siècle, par la médiation des Tatars notamment, jusqu'au Turkestan chinois. Donc il y eut tout un mouvement de réforme, inspiré lointainement de la Révolution française d'ailleurs, qui a gagné le Xinjiang et le pays ouïghour, chose qui est généralement peu connue. Mais donc, la Russie est une puissance musulmane, bien sûr. Et donc, c'est aussi un interlocuteur qui parle en ce nom-là, même en tant que puissance musulmane, auprès des pays arabes ou auprès de l'Iran. Évidemment, c'est une manière de faciliter les contacts et une manière de justifier, bien sûr, ces démarches
diplomatique tous azimuts. Quant à la relation Chine-Russie, c'est une relation évidemment très problématique parce que pour l'heure et depuis les années 90, il y a un partenariat stratégique et une convergence de vues entre Moscou et Pékin sur nombre de dossiers, ça c'est tout à fait évident. Mais ce qui ne trompe pas, c'est que la Chine, pourtant associée à la Russie, n'investit absolument pas en Russie. Ce qui en dit long justement sur la perception chinoise de la Russie, qui est considérée de toute évidence, comme le font d'ailleurs les Occidentaux, comme un pays fragile et s'opposera inévitablement à la Russie le problème de la succession. Et donc la Russie se retrouve un peu malgré elle et à cause d'elle, je ne sais comment dire, dans une situation absolument centrale. C'est-à-dire que c'est l'un des problèmes majeurs qui se profile à la fois pour les Européens de l'Ouest, mais aussi pour les Chinois. Donc, voilà, c'est la seule chose que je puisse dire pour le moment. Mais en tout cas, cette relation Chine-Russie est une relation de circonstance. Eh bien, merci Emmanuel, encore une fois. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clore sur cette... Ah, alors attends. Où trouvera-t-on l'enregistrement de la présentation? Voilà, comme vous l'indiquez, ce sera sur notre chaîne YouTube en rediffusion dans les prochains jours. Donc voilà. Donc sinon, nous vous donnons rendez-vous dans un mois, le 18 février, à la même heure, à 18h30. Pour une nouvelle conférence, cette fois qui aura pour thème Confluence des empires et mosaïque ethnique par Emmanuel Véron, qui était en auditeur aujourd'hui parmi nous. Voilà, et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone pour que nous puissions vous adresser le programme détaillé de notre circuit de Xi'an à Istanbul sur la route de la soie. Donc, c'est le circuit de notre cinquantenaire. Donc, à l'occasion de notre anniversaire, on a organisé ce voyage de 50 jours qui traversera 6 pays de la route de la soie. Donc, la Chine, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, l'Iran et la Turquie. Donc, toute l'équipe se tient à votre disposition si vous souhaitez avoir des informations dessus. N'hésitez pas. Ce sera avec plaisir. Clémence, est-ce que tu veux ajouter un petit mot? On espère, alors merci bien sûr, un grand merci à Emmanuel parce que déjà je trouve que c'est quand même un préambule à ce voyage. On espère que la Covid nous laissera partir, voilà, pour pouvoir expérimenter sur le terrain toutes ces observations. Voilà. Mais peut-être en 2022 si ce n'est pas 2021. Voilà. En tout cas, merci infiniment pour vraiment cette présentation passionnante. Merci à vous. Merci, à bientôt. Bonne soirée et bonne année. Merci. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir, merci.